Je vais peut-être vous demander votre sentiment d'abord par rapport à l'ensemble des notions qui ont été mobilisées pendant cette matinée, mais aussi peut-être hier, ceux qui étaient là, puisqu'on utilise beaucoup d'idées qui sont, comme je l'ai dit, mélangées. Alors, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ces idées, en général ? Est-ce que vous pensez qu'elles suffisent pour communiquer entre nous ? Ou est-ce que vous pensez, plus comme je l'ai fait dans mon petit exposé en 2 secondes, que c'est quand même assez flou, voilà, un peu votre sentiment. Si je peux commencer, le mot conscience est flou. Oui. Mais alors vraiment c'est flou en ce qui me concerne. Donc si vous pouvez essayer de m'éclairer un petit peu sur le sujet, j'en serais ravi. Bon, je commence par là. Une question simple qui devrait prendre 400 heures de cours. Bon. C'est tout le problème du débat qu'on a avec nos amis bouddhistes en général, ou même aujourd'hui ceux qui travaillent la pleine conscience. C'est la traduction de ces termes. Dans différentes langues déjà. Je ne les connais pas toutes, heureusement pour moi, chinois, hindou, etc. C'est très complexe. Et qu'est-ce que ça veut dire en Occident, la conscience ? Eh bien, une première chose, mais vous êtes des gens déjà formés, mais quand j'ai mes étudiants en première année, les gens croient que de tout temps, on a connu les mêmes mots et on dialoguait avec les mêmes mots. Autrement dit, si je prenais mon petit appareil qui permet de traduire les langues, je tape une phrase, je la montre et on se comprend. Mais ça ne marche pas comme ça. Jusqu'au 2e siècle de notre ère, je parle de l'Occident, on ne parlait pas de conscience. Alors, je vais revenir sur cette idée après. Donc, le mot conscience n'est pas présent. Les Grecs parlaient de la skepsis, qui donne le mot sceptique. On avait évidemment une certaine façon de parler de l'intériorité, ça les anciens s'y connaissaient bien, mais le mot conscience, on n'avait pas. C'est pour ça qu'hier je disais, le premier philosophe qu'on a, c'est technique, peu importe, ça a Apulée au 2e siècle, il parle de Socrate et de son démon. Vous savez que Socrate disait, c'est un grand argumentaire, je voudrais vous dire, Athéniens, vous, que vous avez raison et me taire, mais je ne saurais pas. J'ai un démon au sens grec, c'est une entité qui peut être très positive chez les Grecs, j'ai un démon qui me dit que je dois faire le contraire. Et ce démon, régulièrement dans ma vie, quand j'ai voulu faire certaines choses, il me dit de ne pas le faire. Alors je ne peux pas déroger à ces injonctions de mon démon. Bon, ça c'est l'Antiquité, 5e siècle avant notre ère. Et au 2e siècle de notre ère, donc 6 siècles et demi plus tard, Apulée dit, le démon de Socrate, est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il est dehors? Est-ce qu'il est hors de Socrate? Est-ce qu'il est hors Socrate? Est-ce qu'il est parfois dehors, parfois dedans? Les textes ne sont pas clairs. Et Apulée nous dit, en latin, le démon de Socrate, c'est ce qu'on appelle la conscience. Alors, quelque chose donc qui sait avec lui. Quelque chose qui sait avec lui. Admettons, on pourrait un peu pousser, quelque chose qui pense avec lui. Et ce mot conscience va connaître une fortune formidable. C'est cette voix intérieure qui, à un moment donné, si je vous dis j'ai fait tel type d'études, mais je sais que c'est faux, moi je vous le dis, vous me croyez éventuellement, j'ai l'air persuasif, etc. Mais à l'intérieur de moi, il y a une voix qui me dit tu n'as pas fait ça. C'est cette voix intérieure qui, régulièrement, en moi, me rappelle, soit sous la forme d'une injonction morale, soit sous la forme d'un interdit, soit sous la forme simplement d'une forme, c'est un mot qui vient souvent avec conscience, de réflexivité, donc d'intériorité silencieuse, qui me dit, c'est pas comme ça. Souvent dans un sens négatif, chez les philosophes anciens, jusqu'à la Renaissance. Certains philosophes ont même dit par après, la conscience, c'est ce qui en moi me dit non. Alors, prenons un exemple célèbre en France, De Gaulle, tout porte à croire qu'il faut arrêter de se battre avec les Allemands, qu'ils ont gagné, et que c'est bien comme ça. Mais De Gaulle dit non. Churchill, homme politique très discutable, mais à un moment donné, il dit non, c'est trop loin, c'est non.
Donc il y a un endroit où, en dépit de tout ce qui est en train de se passer, en dépit des circonstances, des causes objectives politiques, économiques, sociales, tout ce qu'on veut, jusque-là c'est non. Et donc, une voix intérieure me dit c'est pas possible d'aller plus loin. C'est souvent ça qui est la conscience pour les occidentaux, pour les philosophes occidentaux. Donc on est loin évidemment de l'idée de pleine conscience, je médite, je suis là, je ne m'endors pas et en même temps je vous vois tous et puis j'évite de poser des jugements de valeur en disant j'aime bien cet anorak, j'aime pas celui-là, enfin que sais-je encore. Hein, c'est pas ça. Donc déjà on parle de choses qui sont très différentes. Par contre, et c'est ce que j'ai essayé d'évoquer hier, et là ça devient peut-être plus intéressant pour le rapport avec les philosophies d'Orient, au XVIe siècle, quand les humanistes commencent à travailler la Bible autrement, quand ils disent en substance, je résume, on a peu de temps, mais bon, jusqu'alors, seuls les clercs lisent la Bible et les théologiens disent comment on doit la comprendre. Quand ils disent, non, c'est faux, une femme peut lire la Bible, elle peut enseigner à un homme des choses intéressantes, rien que le fait qu'elle sache lire, et moi pas, et qu'elle me lit la Bible et je ne la comprends pas, elle m'aide. Quand ils disent non, c'est faux, le savant, c'est pas quelqu'un qui doit vous dire ce que vous pensez, c'est quelqu'un qui doit vous dire moi je lis ce texte comme ça, je connais l'hébreu ou je connais le grec, quand je le lis comme ça, je le traduis de cette manière, mais il vous aide à comprendre vous, il vous dit pas voilà comment il faut comprendre. Donc à partir du moment où ces gens-là se mettent à travailler de cette manière, ils ont évidemment le pouvoir politique qui leur tombe dessus. La politique qui leur tombe dessus, pourquoi ? Parce qu'on si on est dans des systèmes où le théologique et le politique sont mélangés, et que bon, le pouvoir politique s'appuie fortement sur le religieux à l'époque. Et à ce moment-là, ils revendiquent quoi ? La liberté d'examiner, donc de pouvoir étudier par soi-même, et pas par le truchement d'un autre, et la liberté de conscience, c'est-à-dire j'ai le droit en moi, ce qui n'était pas considéré comme si clair à l'époque, de penser ce que je juge bon par rapport à ma confrontation avec des textes qui pour eux étaient réputés sacrés. Vous voyez ? Donc là, ça commence à se rapprocher quand même un peu, parce que non seulement il y a une façon de penser à l'intérieur qui est encore très intellectuelle, hein, très fort liée à la formation, à l'éducation, etc., mais il y a une façon d'être. Ça devient intéressant. Il y a une façon d'être. À contre-courant d'une société, à un endroit où je suis, je me réserve le droit d'être différent et de vivre conformément à cette différence. Et ça va être, par exemple, en France, vous connaissez ça mieux que moi qui suis belge, les mouvements des réformés, hein, les huguenots, les réformés des Cévennes, en fait, etc., qui sont des gens qui, même en communauté, vont dire on a le droit de vivre différemment. Vous dites que partout on doit enlever son chapeau quand on voit un ecclésiastique, quand on voit un aristocrate. Eh bien moi, quand je vais au temple, hein, c'est protestant, je n'enlève jamais mon chapeau. Même devant le pasteur. Sauf quand on évoque Dieu. Alors on les voyait, pendant l'office ils étaient là, puis on disait Dieu, ils enlevaient leur chapeau, ils le remettaient. Je n'enlève mon chapeau que devant Dieu. C'est un acte spirituel, c'est aussi un acte politique. Donc c'est un autre monde qui apparaît, et puis alors évidemment du côté catholique, ne l'oublions pas, apparaissent des humanistes qui eux aussi vont pousser le catholicisme dans un autre sens que le sens dogmatique classique. N'oublions pas que par exemple en Italie, il n'y a pas si longtemps encore, dans le Nord, quand on disait les réformés, c'était pas les protestants, comme nous l'entendons en français, ça on les appelait les prétendus réformés. Les réformés, c'était les jésuites. C'est l'ordre qui va se créer en tentant d'intégrer les aspects positifs de la réforme protestante, sans souvent le dire, en ce compris en termes d'éducation, et d'infléchir le catholicisme dans un autre sens. Ils auront bien des ennuis, comme on sait. Vous voyez, la notion de conscience, chez nous, est très profondément liée à une capacité de dire non et à la chose politique. Alors je pense que du côté oriental, les postures qui relèvent de la conscience sont davantage fondées sur l'intériorité. Davantage fondées sur l'intériorité. C'est-à-dire un certain état qui n'est pas, ça c'est bon,
la Madenie reprend très souvent ça, qui n'est pas dans la relation sujet-objet. Donc, à partir du moment où j'ai une pensée, et je dis que j'ai une pensée, ma pensée est subjective. Si vous dites Baudouin nous a dit des choses ici à l'exposition, je ne comprends rien à ce qu'il dit, vous objectivez ma pensée et vous dites cet objet ne fait pas sens pour moi. Donc vous dissociez-vous de la pensée. Donc à partir du moment où j'ai conscience que je pense, je crée un objet qui est ma pensée. Et ça peut aller à l'infini, puisque cet objet de ma pensée, dont j'ai l'objet qui est je continue, vous pouvez par un jeu infini montrer comment les choses se dissèquent et à un moment donné, elles deviennent plurielles alors qu'au début elles étaient une. Donc l'objet des pensées orientales généralement n'est pas ce qu'on croyait au XIXe siècle, ne pas penser, aucun sens. L'objet est d'être capable de garder l'unité de la pensée sans créer nécessairement la dualité. Ce qui est proposé comme un état premier de la pensée humaine. Hier, vous avez entendu par exemple la musique, hier soir les chants harmoniques, ceux qui les ont entendus. Quelle est la grande différence entre une musique orientale et une musique occidentale? Musique occidentale, vous avez à un moment donné, ça commence, vous avez toute une série de mouvements, en crescendo, et puis il y a une fin. La musique orientale commence dans le silence et la respiration, se développe et retourne au silence et à la respiration. Comme si elle était une scansion du silence. C'est pour ça que quelquefois, quand on a l'oreille formée à la musique occidentale, je ne parle pas des harmoniques comme il y a qui sont particulières, mais il y a une sorte d'ennui, comme ça, j'ai l'impression d'une répétition, où vous dites, mais... on n'entend même plus cette musique qui devient comme un bruit de fond, on ne peut pas avoir conscience de cette musique, parce que justement, elle est suspendue autrement qu'en Occident, et notre oreille a été formée ou déformée par la pensée occidentale. C'est un peu la même chose pour la conscience. L'idée est de retourner donc à cet état premier. Pour donner une image beaucoup plus simple qu'on utilise dans les arts martiaux, mais qui est intéressante, quel est l'état d'esprit le meilleur qu'un être humain puisse avoir quand il doit combattre un autre? La réponse des maîtres est de dire un bébé d'un jour, qui prend un doigt, qu'on lui donne, vous savez le bébé qui prend le doigt, tout le monde fait ça quand on a un enfant, et il lâche le doigt, vous ne savez pas à quel moment. Il prend, il lâche, comme si il était dans la non-pensée, au sens occidental du mot, c'est-à-dire dans sa pensée à lui, seul, sans réactivité, clac, clac. C'est le meilleur exemple du meilleur combattant possible. Et quel est dès lors le pire combattant possible? Un bébé d'un jour, il ne sait rien faire. Donc il faut retourner à cet état. C'est-à-dire qu'il faut retourner à cet état premier de la pensée, qui est supposé être le fond, le substrat, sur lequel tout le reste s'est développé après, à partir du moment où on a dit à l'enfant, c'est bon, par exemple quand il fait un son qui correspond à notre langue, il dit c'est bon, on lui apprend la langue en le limitant, et non pas en l'élargissant, en le limitant, il sait faire tous les sons au début. Même des sons d'explosion qu'on ne trouve que dans certains groupes d'Afrique, on a repéré qu'un bébé sait faire ces sons même d'explosion qui sont très particuliers. Donc, mais nous lui disons, tu dis c'est bien, continue. Donc il imite, il fait et puis peu après il va dire tu es là, bon, et il va parler avec nous, donc on le limite. On lui fait faire une distinction sujet-objet, ça c'est le bon objet, ça c'est le mauvais objet, c'est bien, c'est mal, etc. Toute l'éducation va l'amener dans un principe de dualité qui à un moment donné, infini, fait qu'il est lui, mais en fait, le soupçon des orientaux, je ne dis pas que c'est juste, leur soupçon, c'est que retourner à cette essence première, c'est retourner à notre plénitude d'être. Et alors, l'idée métaphysique qui se cache derrière ça, c'est que retourner à cette plénitude, c'est retourner à une plénitude plus fondamentale qui est celle de tous les êtres. Alors là, pour un philosophe occidental, c'est une idée métaphysique qui conditionne le raisonnement. Les orientaux nous répondront non, par l'expérience, notamment l'invitation, vous allez le découvrir et vous allez, à un moment donné, découvrir cela. Donc il y a, tout dépend du point de vue qu'on adopte. En tout cas, c'est le soupçon qui est derrière. Donc,
si vous voulez, en un premier temps, pour la notion de conscience, toujours, pour reprendre l'image orientale, que vous connaissez tous sans doute, souvent les maîtres zen d'emploi, ils disent, vous prenez un verre, vous êtes énervé, voilà, je vous injurie maintenant, j'ai bu, je vous injurie. C'est très désagréable, vous venez écouter quelqu'un qui doit vous amener quelque chose, il a bu, il vous injurie, il n'est pas à lui, bon, vous partez, vous êtes mécontent. L'image qu'un maître zen dit, c'est comme un verre dans lequel il y aurait de la boue dans le fond. Vous avez le verre, j'ai agité ce verre, c'est votre conscience, elle est devenue opaque, et vous sortez en disant, ce décharné, c'est épouvantable, vous êtes nerveux, je ne suis quand même pas payé pour venir ici pour ça, et légitimement, vous êtes en colère. Et puis, dans les minutes qui vont suivre, vous croisez la Madoni, Lundrup, et Lundrup vous dit, oui, Baudouin, il a beaucoup de problèmes pour l'instant, bon, hein, et votre verre retombe, vous vous calmez, vous dites, bah oui, il est comme nous tous, bon, c'est regrettable, c'est un moment de faiblesse, et peut-être qu'à la fin de la journée, bon, tout ça a été un peu oublié, vous me dites au revoir poliment, moi aussi, et c'est fini. La vase est retombée dans le fond du verre, votre conscience est redevenue limpide. C'est une image que les maîtres zen emploient souvent. Donc nous serions comme ce verre qu'on agite régulièrement, je suis énervé, je retombe, hein, ça fonctionne comme ça. Mais derrière, il y a le soupçon métaphysique. À un moment donné, le maître zen vous dit, et en fait, la vase n'existe pas. Alors tant qu'on est dans l'idée, le verre qu'on agite et tout, on voit bien soi-même, quoi, hein, tous les jours on nous agite beaucoup et nous sommes... Mais que le trouble n'existe pas, alors là c'est autre chose. C'est ça. Donc c'est-à-dire, en fait, cette conscience, elle est toujours là, quelque chose la brouille, c'est quelque chose, pour les orientaux, c'est la dualité. Moi j'ai été injurié par Baudouin, hein, donc... c'est la dualité. Et ce quelque chose, c'est finalement la perte de cette appartenance une, hein, de cette interdépendance dont il parle beaucoup, qui est au cœur de l'homme métaphysique. Donc ça, c'est tout de même pas vraiment la conscience au sens de ce que j'ai dit chez les Occidentaux. Et je pense, alors ça c'est vraiment c'est mon idée à moi, hein, je crois que la renaissance qui s'annonce aujourd'hui, dont nous avons besoin, nous avons vraiment besoin d'une renaissance du point de vue de nos idées, de nos manières de vivre, viendra précisément de cette rencontre-là, de ce détour-là. Les gens du XVIe siècle ont fait le détour par les Grecs. Nous devrons faire ce détour-là, peut-être pas qu'en Orient d'ailleurs, mais enfin c'est quand même une des grandes voies, pour construire un monde... qui sera sensiblement différent, qui répondra mieux à nos aspirations. Donc voilà un peu mon idée. Donc ça c'est pour la conscience. Vous avez d'autres idées que vous voudriez qu'on creuse ou des objections par rapport à ce que je dis Non, mais il me venait une remarque sur ce que vous disiez entre l'approche occidentale et orientale. Finalement, c'est pas la même chose, sachant que la même conscience, je vais appeler ça comme ça, mais qui est exprimée plutôt en utilisant le sens mental côté occidental et exprimée en utilisant les autres sens d'autres ressentis. C'est très important, je pense, oui, ce que vous dites. Oui. Parce que quand on parle aux étudiants justement de la conscience, on dit avant le IIe siècle, il n'y a pas de conscience. Les gens disent, mais enfin, c'est pas possible, le type qui a peint les peintures de Lascaux, il a quand même une conscience, autrement il n'aurait pas fait ça. Évidemment, il avait une conscience. D'ailleurs, je pense que si les humains en général n'avaient pas une conscience, nous ne serions pas là. S'ils avaient été comme des bâtons flottant sur l'eau, nous, leurs descendants, ils n'auraient pas mené au moins à bien ce projet-là, nous sommes là. Donc, ils en ont fait la démonstration. C'est nous la démonstration du fait qu'ils avaient une conscience et certainement des aspirations à une forme, comme on dit, de pleine conscience ou d'équilibre, de calme en eux-mêmes. Il n'y a pas de chasseurs, il n'y a pas de guerriers, il n'y a pas de personne qui a développé l'agriculture. Ça c'est plutôt les femmes qui ont développé l'agriculture, pense-t-on aujourd'hui dans les études sur la préhistoire. Il n'y a pas, de personne en charge de l'éducation d'une autre qui n'ait développé une forme de conscience.
la question, c'est qu'ils ne mettaient pas cette étiquette-là là-dessus. Et donc, quelle est la différence entre un concept qui est déjà là, mais que la personne ne connaît pas, ou une culture où on est conscient du concept et on l'utilise? On a un autre exemple qui peut éclairer, c'est l'art. Nous allons dans les musées, les occidentaux, nous regardons l'art de notre civilisation, puis des autres civilisations. Moi, je pensais à un de mes collègues qui me dit, voilà, l'art des asmates, en Indonésie, c'est impressionnant. Quand je vais donner cours au Congo, dans une région qui n'est pas très loin des Koubas, l'art Kouba, qui est extraordinaire, enfin bon, magnifique. Tout ça est intéressant, sauf que, si je prends les asmates ou je prends les Koubas, ils n'ont pas d'art. Nous appelons ça de l'art chez eux. C'est très différent, mais eux ne disent pas. Oui, aujourd'hui, bien sûr, il y a des artistes Koubas qui produisent de l'art Kouba et des artistes asmates qui produisent de l'art asmat, mais ils ont été aux États-Unis ou ils ont été en Europe, etc. Mais dans la culture traditionnelle, pardon ? Et ils ont pris conscience. Ils en ont pris conscience et ils le vendent aujourd'hui chez Revilla d'ailleurs. Bon, la conscience vient vite, mais ça, c'est nous qui plaquons sur eux une volonté esthétique à un endroit qui pour eux n'était pas nécessairement lié à ce que nous appelons nous l'esthétique. Alors quelle est la différence entre avoir conscience de l'utilisation de la conscience justement et de sa mise en œuvre, ou bien être dans une civilisation où cette notion n'apparaît pas, elle est évidemment dite autrement. Ce serait impossible, d'ailleurs, faisons jamais que chaque fois relire, c'est comme un palimpseste, chaque fois notre humanité. Bon, donc, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, je pense qu'il y a un dénominateur commun à l'humanité, même si certains anthropologues ne sont pas très d'accord avec ça, moi je pense que oui. Donc ça, c'est toute la difficulté. Aussi, une difficulté qu'on a entendue, jusqu'où peut-on utiliser des connaissances d'une autre culture, ou même de la nôtre, à des fins qui sont des fins détournées? C'est intéressant. Donc voilà, est-il légitime que j'apprenne à des gens, ce ne sera pas mon cas, je ne suis pas un expert, mais la pleine conscience ou la pleine présence, pour leur apprendre à mieux utiliser leurs ordinateurs à Wall Street? Si je dis ça, évidemment, on dit non. Mais maintenant, je parle d'un chirurgien quand il opère. Ça dit autre chose, parce que le chirurgien, il est connoté positivement, le trader négatif. Pourquoi pas? Or, quand on voit l'histoire, ça a été fait. Prenons le Japon, quand on parle des fameux samouraïs, etc., dans nos imaginaires, au début, c'est quand le zen est arrivé au Japon, via la Chine notamment, le Shan, ces gens qui étaient confrontés avec la mort régulièrement sur un champ de bataille, et personne n'a envie de se faire couper comme un saucisson, se sont dit, ça permettrait peut-être à nos guerriers d'avoir un peu plus de calme. Vous savez, le premier réflexe, c'est de partir en courant. On voit des gens qui arrivent avec un sabre devant vous, de moins craindre la mort, d'être plus présent. C'était une instrumentalisation dans un premier temps. C'est la même chose exactement. Ils ont utilisé quelque chose qui venait d'un horizon spirituel et ils l'ont instrumentalisé pour essayer d'avoir des effets concrets. Et puis progressivement, ils ont découvert autre chose. Et aujourd'hui, par exemple, si vous parlez à un pratiquant d'arts martiaux bien formé, il vous dira, je n'apprends pas à me battre contre les autres. Je fais un art pour me battre contre moi-même, mes passions, etc. L'autre, c'est mon partenaire. Et il ne vous parle plus dans des termes d'efficacité guerrière. Vous voyez, ça a toujours été fait, cette instrumentalisation. Il ne faut pas croire que c'est nouveau. Enfin, nous sommes confrontés à ça quand même aujourd'hui. Et à mon avis, dans un horizon plus redoutable, c'est la mode. Tout le problème, via l'immédiateté d'Internet et autres, c'est qu'il y a des effets de mode. Alors la mode, c'est intéressant parce qu'on peut effectivement profiter du fait qu'il y a une mode pour faire passer certaines idées. Si on estime qu'il est bien, par exemple, de faire passer ces idées relatives à la pleine conscience, bon, pourquoi pas? La mode, c'est un effet puissant. Mais la caractéristique de la mode, c'est qu'elle change. Très vite. Et que nous risquons, dans 6 mois, dans 1 an,
ben, ce sera plus ceci qui sera à la mode, mais une technique de respiration d'un chaman quelconque qu'on a découvert quelque part, et tout d'un coup, des gens écriront un beau livre sur ce chaman. Et, donc c'est cette espèce d'incapacité de se projeter dans la durée qui est problématique pour notre société, hein, qui est très problématique à mon avis, du moins quand on prend l'angle de l'éducation, dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez la même expérience en France, mais en Belgique, les programmes d'éducation ne sont pas encore déployés que le suivant arrive. Moi, j'ai comme ça passé 2 ans de ma vie à créer des programmes éducatifs pour la philosophie. Ils n'étaient pas déployés que le programme suivant était en cours. On me demandait de le faire. J'ai dit non, parce que bon... Hein, bon, bon, bien. C'était bien comme ça. Donc ça veut dire que on est pris dans une sorte de frénésie liée aux politiques et à la mode, aussi d'effets de réaction qui sont aussi très préjudiciables parce qu'on n'a pas de temps de recul. Or, un programme éducatif, ça se joue sur 30 ans, ça ne se joue pas sur 2 ou 3 ans. Et donc, on a un gros souci avec ça. Alors, j'ai un peu peur que, vous voyez, je sens bien la stratégie de nos amis bouddhistes qui consiste à essayer de faire passer certaines idées du bouddhiste autrement que sous l'étiquette bouddhiste qui fait peur à beaucoup, hein, surtout dans un horizon républicain, français et autres. La religion, on a peur, bon. Mais d'un autre côté, le réduire à un effet de mode, c'est risquer aussi très rapidement d'être dépassé. Il me semble que ça fait quand même quelques années que toutes ces techniques se développent, sont étudiées. Il y a certainement un effet de mode, je suis d'accord, mais j'ose espérer que cette mode-là, même si elle se transforme, qu'elle perdure, parce qu'il y a différentes techniques, effectivement, il y a les chamans, il y a les bouddhistes, il y a la pleine conscience, il y a la sophrologie, l'hypnose, etc. Tout ça, ça va dans le même sens. Et quelque part, j'ai l'espoir que ça contribue à améliorer, même si ça change un peu de forme, ça va toujours un peu dans le même sens. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme vous. C'est-à-dire, je me dis, si on tape sur le clou beaucoup et longtemps, le clou finira bien par bouger. Bon. C'est très très difficile parce que, alors ça je vous donne mon expérience d'enseignant, beaucoup d'êtres humains sont mus par la peur. Alors je prends un exemple très simple. Mon université est donc une université assez positiviste, comme l'a dit très aimablement Edgar Morin, issu de ce rêve de réhabiliter les sciences et de ne plus mettre le théologique au premier plan, etc. C'est l'héritage de la Royal Society, de Berlin, bon bien. Tout ça est magnifique. Dès lors, tout ce qui est de l'ordre du spirituel ou d'une réflexion sur le religieux est déjà suspect de pouvoir nous entraîner dans une pente où nous serions devenus des suppôts de je ne sais pas quoi. Il y a de ça quelques années, l'association bouddhiste belge me demande d'organiser l'université d'été du bouddhisme à Bruxelles. À l'université de Bruxelles, donc au mois d'août. Je me dis c'est une bonne idée, me semble-t-il, surtout quand je voyais les personnalités qu'ils comptaient inviter. C'était très loin d'être des fumistes, quoi. On faisait venir vraiment des gens de tout haut niveau, de partout dans le monde, pour parler du bouddhisme. C'était donc au-delà simplement d'une rencontre entre bouddhistes. C'était une réflexion en profondeur sur le bouddhisme. Je dis, moi, comme titulaire de cours sur la philo de la religion, je trouve ça bien, je vais trouver le recteur. Et cet homme était très éclairé. Il me dit, c'est bien, il faut le faire alors. Tu es sûr que c'est sérieux? Je dis oui. Bon, on le fait. Donc au mois d'août, l'université d'été du bouddhisme se tient à l'université de Bruxelles dans nos locaux. C'est fort intéressant. Pas un seul professeur ou assistant de l'université à part moi n'est venu. Tout le monde avait peur d'être associé. Donc tout le monde a dit c'est intéressant. Personne n'est venu. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Vous imaginez que ça dérape? Comme si ça ne dérapait pas dans des conférences positivistes. Ça dérape régulièrement. Il y a toujours des gens qui tiennent des propos qu'on n'a pas envie d'entendre, etc. Vous comprenez? Mais la majorité des gens ont peur. Et de quoi est-ce qu'ils ont peur? Alors, je pense qu'ils ont peur de 2 choses. Ils ont peur de leur image et de leur association à des choses qui seraient négatives moralement. Ça, on peut le comprendre. Mais en fait, au total, ils ont peur d'eux-mêmes.
Parce que tous ces horizons, si vous voulez, dans une éducation où on nous a quasiment plus parlé de l'intériorité, on nous a dit que le salut viendrait de la collectivité, ce qui d'ailleurs n'est peut-être pas faux non plus, c'est pas l'un contre l'autre nécessairement. L'intériorité est devenue une sorte de boîte noire, et entrer là-dedans fait peur. Beaucoup de gens ont peur. Et donc, déjà, ils ont peur d'eux-mêmes. Comment peut-on ne pas avoir peur des autres? Et quand je dis ça, je pense à moi-même aussi. Je suffisamment d'ironie par rapport à moi-même que pour dire souvent j'ai peur aussi. Mais donc c'est cette peur qui fait que nos programmes ne changent pas. Tout le monde sait ce qu'on apprend ici. De tous les enseignants chevronnés le savent. Je me souviens d'un vieux professeur qui n'avait certainement jamais fait de mindfulness dans sa vie, qui n'avait jamais lu un livre sur le bouddhisme et qui se bornait à apprendre aux gens à conjuguer, faire de la grammaire correcte, de la syntaxe et de l'addition. Ce qui n'est pas si mal, c'est quand on sait ça, c'est déjà pas mal. Je le vois encore, il était choqué parce qu'on parlait des enfants hyperactifs, qui étaient en fin de carrière. Et on leur donne de la rélatine. Et l'enfant qui n'a pas la rélatine, il est déjà en état de transe parce qu'il sait qu'il n'a pas eu sa rélatine. C'est terrible. Et bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques enfants qui sont dans une situation où il faut les aider médicalement, mais la plupart du temps, clairement, c'est un abus. Et il me disait, mais Baudouin, il me dit, mais c'est inadmissible ce qui se passe maintenant. Je dis quoi? Il me dit, écoute, tout enseignant sait ce qu'il faut faire avec un enfant comme ça. Je dis oui. Et il me dit, c'est lui qui remplit le seau de la classe, c'est lui qui efface le tableau, c'est lui à qui on envoie avec les feuilles. Enfin, depuis toujours, on a fait ça. Il est hyperactif, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait? On le prend dans le sens positif. On lui dit, tu vas m'aider, c'est toi qui vas bouger la table. Il est super heureux, il ouvre la table, il ouvre les fenêtres. Enfin bon. Et petit à petit, le temps aidant, il s'habitue un peu à ce que les autres aussi ouvrent les fenêtres, etc. Et les choses se passent très bien. Il me dit, on n'a pas besoin d'en donner de la rélatine. Il n'avait jamais fait, cet homme-là, de mindfulness ou que sais-je encore, mais il avait tout compris. Mon institutrice qui à l'école primaire disait, maintenant on arrête, on ouvre les fenêtres, on respire un peu. Elle avait tout compris. Un, que ça sentait le fauve dans la classe, et deux, que parfois il faut s'arrêter 2 minutes et respirer un peu, et que les enfants... Enfin... Tout enseignant dans le primaire a compris qu'un petit garçon occupe beaucoup plus d'espace qu'une petite fille. Alors, c'est une loi des genres. Je ne sais pas si c'est une loi des genres, mais c'est comme ça. Et donc, à ce moment-là, il faut faire bouger les petits garçons. C'est clair, à un moment donné, ils doivent bouger. Autrement, ils sont suragités. Tout ça est connu par les enseignants depuis le programme de Ferry que vous avez lu, et chez nous, d'autres programmes en Belgique. Tout ça est connu. Mais ce qu'on refuse, c'est de mettre en place les outils qui permettent que ça cesse d'être empirique. C'est le prof et son éveil personnel qui empiriquement gère ça. Et or, je crois que ce que nous proposons maintenant permet quand même au moins, comme vous le dites, toute une série de mouvements, permettent de réfléchir comment faire rentrer cela dans les mœurs, faire comprendre cela aux enfants et aux parents, aux enseignants, et comment finalement créer plus de bien-être, et non pas que ce soit le coup de chance. Mon instituteur en 2e primaire, il était sensible à ça, mon prof de chimie, il aimait ça. Enfin, non, que ça puisse devenir un courant qui nous permette collectivement de prendre conscience justement. C'est ça l'enjeu à mon avis aujourd'hui. Oui. On va revenir sur ce que vous disiez sur la peur. C'est intéressant aussi de voir dans l'autre sens, c'est-à-dire la peur des détenteurs de la tradition du Bouddha et des enseignants bouddhistes d'élargir finalement une audience potentielle et d'élargir les perspectives de transmission, justement dans la peur de se faire piller, dans la peur d'être mal récupéré, d'être mal compris, etc. Et il y a aussi justement, mais dans la mindfulness, moi en tant qu'enseignant bouddhiste, je perds un petit peu mon identité aussi. Et il y a aussi cette peur-là de ce côté-là. Et par exemple, le destin tragique du yoga en Occident est un exemple, je trouve, flagrant de ce qu'une dérive, finalement, d'une récupération. Les arts martiaux aussi. Ce qui était une spiritualité très profonde est devenu juste une méthode de relaxation et de bien-être très extérieur. Voilà, c'était juste pour. Je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose là-dessus. Je partage votre sentiment. Monsieur, en fait, ça rejoint un peu vos propos. Moi, je trouve ça très bien au niveau de l'éducation d'essayer d'introniser la pleine présence.
néanmoins de l'introniser sous un angle laïque, n'y a-t-il pas effectivement un danger de transformation de la pleine présence, et transformation négative, alors sans parler de pleine présence tragique, mais et deux, est-ce que finalement le fait de ne pas arriver, bon, pour toutes les raisons que l'on connaît, à parler de spirituel, ce n'est pas finalement se priver de toute l'histoire de la pleine présence? Et est-ce que c'est finalement pas en connaissant l'histoire bouddhique de la pleine présence qu'on peut bien savoir la transmettre? Il y a beaucoup de pièges dans ce que vous dites. Il y a un premier piège qui est, comme on l'a dit tantôt, l'instrumentalisation, tout simplement. Donc je prends quelque chose qui me convient chez quelqu'un. On pourrait le dire autrement. Donc, je parlais de l'art Kuba, j'ai vu l'art Kuba, je vois un type ici qui sait faire de l'art convenablement, je lui dis vous me sculptez des pièces comme les Kuba et je les vends chez l'antiquaire. Voilà. Bon, c'est beau bien sûr, c'est des belles pièces, mais enfin c'est plus de l'art Kuba. Donc ça c'est dénaturé complètement par la manipulation finalement d'une pensée, d'un savoir à des fins uniquement utilitaristes. Il y a le danger pour l'enseignant qui finit par y perdre ce qu'il est aussi. À force d'être dans un jeu où vous dites bon ça je ne dis pas parce que bon etc. À un moment donné cette espèce de numéro d'équilibriste finit par devenir de l'idéologie et à la fin on perd l'essentiel. Il y a un danger pour les personnes qui subissent ce genre de choses parce qu'elles peuvent être idéologisées malgré elles. Voyez-vous, moi je préfère éclaireur bouddhiste qu'éclaireur de la pleine présence. Je trouve si j'ai des enfants et que le mouvement est profondément inspiré par le bouddhisme, eh bien j'aime bien savoir que c'est bouddhiste, même si moi je ne suis pas bouddhiste. Quand mes enfants ont voulu faire du scoutisme, moi pour tout dire je ne suis pas très catholique, j'ai dit vous pouvez faire du scoutisme, j'étais content de savoir que c'était une troupe qui était une troupe catholique, parce qu'avec ça dans mon coin, ils ont supprimé, ça maintenant on le sait, fait fuir les clients, donc on a enlevé catholique, mais ils sont toujours, je trouve ça gênant. Et je trouve cette stratégie, certes je la comprends, mais c'est parfois intéressant de savoir dans quelle pièce on joue. Bon. Et en ce compris les aspects idéologiques derrière. L'idéologie n'est pas toujours en soi mauvaise. Donc il y a beaucoup de difficultés. Et malheureusement, je crois qu'on doit les affronter. Parce que je pense que ce serait naïf de croire qu'il n'y aura pas des gens qui seront utilitaristes et même mercantilistes par rapport à la pleine présence. C'est naïf de croire qu'il n'y a pas une stratégie de l'enseignant par rapport à ses élèves, c'est naïf de croire qu'il n'y a pas une stratégie des parents par rapport à l'enseignant, etc., etc. Donc je dirais au total, nous sommes un peu condamnés à cette équivocité. Mais il me semble, c'est pour ça que j'étais intéressé par la philo, qu'au moins on doit savoir dans quelle pièce on joue. Mais derrière tout ça, c'est une question de terminologie finalement. Et je me demande parfois si on ne se trompe pas entre guillemets de combat en voulant présenter la pleine présence sous son sceau laïque plutôt que spirituel, mais à condition de clarifier le mot spirituel. Et du coup de dire c'est spirituel, mais c'est pas religieux, quoi. Mais quelle éducation et du coup, je trouve que ça serait ne pas brider la pleine présence sans pour autant, tout en la laissant spirituelle et laïque, c'est pas incompatible. Enfin, pour moi, c'est complémentaire. On peut être athée et avoir une démarche spirituelle. Je suis sur le chemin de Saint-Jacques depuis 2 ans. J'ai rencontré plein de gens athées, quoi. Et qui sont dans une démarche spirituelle. Et je suis d'accord. Comment ? Moi aussi, et donc je suis d'accord avec vous. Et du coup, moi je sais que d'un point de vue historique aussi, d'un point de vue culturel, je suis formateur indépendant. J'essaye de voir comment moi aussi, je ne peux pas moi-même évoluer en tant que formateur et apporter aussi un guide dans ce sens-là, mais c'est compliqué, quoi. Je sens que c'est compliqué. Madame, madame, parce qu'il y a 2 personnes qui voulaient dire. Je rejoignais beaucoup cette
crois qu'on parlait de renouveau et j'ai plutôt entendu vous disiez le côté oriental. Et j'avais peur qu'on ait des dérives. Et je trouve qu'il faut se recentrer soi-même, trouver la lumière en nous, qu'elle soit spirituelle ou pas. Mais justement, il faut absolument qu'on ait notre voix, quelle qu'elle soit. Mais il faut qu'il y ait un renouveau énorme, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas comment l'exprimer. Mais voilà, je suis d'accord qu'il peut y avoir une instrumentalisation, tout ce qui est politique même. Enfin, c'est énorme ce qu'il peut y avoir derrière, même dans l'éducation. Mais la lumière en nous, tous les chemins qu'on peut trouver, quelle qu'elle soit, je pense qu'il ne faut pas la cibler uniquement. Je pense que c'est un enjeu clé pour les philosophes, je crois, clairement aujourd'hui, mais même si ce que je vais dire là n'est pas partagé par le monde académique à 90%, mais peu importe, un enjeu tout à fait clé est de faire passer le message que le chemin, admettons, spirituel, alors on peut employer d'autres mots, la lucidité, la conscience, tout ce qu'on peut employer, c'est un mot flou aussi, mais le chemin spirituel est aussi important que le matériel. Il ne s'agit pas d'être marié, avoir 2 enfants, divorcer comme tout le monde et 2 voitures, et puis de commencer à s'inquiéter parce qu'on va mourir et d'aller vers les religions ou je ne sais quel groupuscule. Il s'agit de dire que le chemin spirituel, donc la vie de l'esprit et la vie du corps, et la nécessité de la matière, à l'appétence de choses matérielles, font partie de l'unité de l'être humain, et que ce n'est pas l'un ou l'autre, ou l'un d'abord et puis l'autre après. Ça, c'est une éducation en dessous de tout. C'est les deux. C'est les deux, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a qu'un. Madame, vous vouliez intervenir ? Oui, ce que vous disiez, ça faisait écho avec la vision scientifique qui a été évoquée hier, qui disait on peut... quand on commence à être dans la pleine présence, forcément le monde scientifique est imprégné de ça et ça rejaillit dans ce qu'il fait. Donc je trouve que ça déjà c'est rassurant. Et dans votre exposé aussi, moi je lisais comme une conscience collective qui se dessine. Et cette conscience collective, pour moi, elle appartient pas. J'apprécie beaucoup le bouddhisme. Elle n'appartient pas au bouddhisme. Et d'ailleurs, le Bouddha ne voulait pas que le bouddhisme soit stylé. C'est la pleine présence, et la pleine présence, elle appartient à l'humanité. Oui. Donc, pour moi, il n'y a pas de peur à connotation religieuse. Au contraire, plus on se rapproche de cette pureté de la pleine présence, c'est ça qui sauvera tout. Moi qui suis plutôt agnostique, à titre personnel, maintenant que je dévoile un peu ce que je suis, aujourd'hui, maintenant, avec ce qui se passe dans les médias, le mot religion fait très peur. Et donc je dis surtout pas la religion. Oui et non. Il n'est pas inintéressant de voir, d'étudier, voire de s'approprier comment une tradition religieuse spécifique a vécu sa spiritualité. Évidemment, avec tous ces drames, toutes ces errances, mais toutes les traditions ont leurs drames et leurs errances, mais ce n'est pas un mot qui doit nous faire peur plus qu'autre chose, le mot religion. C'est pas parce qu'il y a quelques agités qui coupent des têtes quelque part aujourd'hui en Irak que tout d'un coup la religion est une menace pour le monde entier. Elle a aussi été, comme disait Morin, un vecteur de transmission de beaucoup de choses pendant des siècles, dans beaucoup de cultures. Donc il y a quelque chose là qui ne doit pas non plus nous couper nécessairement de racines de l'exploration de nos propres traditions. Parce que souvent, d'ailleurs, qui reposent sur des erreurs historiques. Par exemple, quand on parle de la Révolution française, tout le monde se dit, bon, moi le premier, c'est une rupture. En fait, les historiens qui étudient la Révolution française se rendent compte qu'il n'y a pas eu tellement de ruptures. 90% des clercs étaient d'accord avec la Révolution française. Donc, après, il y a eu un tas de choses, mais je veux dire, donc, c'est parfois plus complexe que ce qu'on nous a appris, mais nos imaginaires par rapport à ce que nous sommes sont parfois redoutables. Donc moi je dirais, pour moi ça ne me dérange pas, par exemple, qu'un bouddhiste vienne me parler de son expérience propre sur la pleine conscience, au travers de l'appareil de sa propre tradition, parfois très fortement religieuse et fort chargée, et par rapport à laquelle je dois dire être un peu opaque, parce que le bouddhisme tibétain, moi j'ai déjà essayé d'un peu étudier,
Je veux bien que beaucoup de gens me disent, moi je suis bouddhiste et je suis bouddhiste tibétain. Oui, enfin, j'entends, mais c'est au moins aussi compliqué que la théologie chrétienne. Hein. Quand les gens vous disent, moi je suis catholique, bon, souvent ils ne connaissent pas le premier. Hein, souvenez-vous le credo. Hein, je prends souvent engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Allez un peu à la sortie de la messe ici, et vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est un être engendré et pas créé. Regardez, attendez la réponse. Hein, vous allez voir sur 1000 catholiques combien sont capables de vous dire ce que ça veut dire. Moi, chez moi, pour parler le patois comme il parle chez moi, il dit je sais pas me faire, j'étais à la messe, hein, c'est tout. Donc ils ne savent pas. Donc souvent, alors le bouddhisme tibétain est lequel hein? C'est complexe. Hein. Et donc, mais ça ne me dérange pas d'avoir quelqu'un qui vient de sa propre tradition, qui m'en parle de sa propre tradition, et qui me dit, excusez-moi, moi je l'ai appris comme ça, et qui me le transmet comme ça. Je n'ai pas de problème avec ça, j'écoute, j'essaie de comprendre. Donc je n'attends pas nécessairement de lui qu'il fasse une sorte de travail d'épurement qui à la fin ternirait sa tradition. S'il me l'a dit comme elle est, je l'écoute. Et puis j'essaie de comprendre par rapport à moi comme je peux. Et je crois que c'est parfois intéressant aussi de ne pas refuser la filiation et de ne pas exiger des autres de faire un travail tel d'épurement, de transformation, de rencontre avec nous, qu'à la fin on ne s'y retrouve plus. Parce que il y a aussi la volonté de complaire. Quoi, hein. Qui est présente ? Tu voulais intervenir Nous avons un philosophe qui a été mon élève à Lyon, donc elle a été déformée par moi. S'il dit des bêtises, c'est de ma faute. Alors, Menschen, Werdenbrüder, par-delà ce que la mode a séparé, bravo Baudouin, effectivement la 9e est un des points les plus éminents de la culture occidentale dans son contexte. Mais ce sur quoi je voudrais insister, et qui a des importances personnelles pour moi, c'est la haute dignité de notre préhistoire. Et ce que tu as dit est fondamental. Il y a eu, depuis le XVIIIe siècle, depuis Rousseau, une pensée au sujet de ce qu'est l'esprit qui a été très délétère pour ce qu'est l'esprit, et qui consistait à supposer que le phénomène religieux était une institution du monde social, et que c'était l'univers principiel où ceux avant quoi il n'y avait pas de culture, c'était la socialisation. La socialisation. Ce quoi je fais en France, c'est Rousseau, le constat social. Et effectivement, vous devez prêter un peu attention à cela, puisque Edgar Morin est encore un des représentants éminents de cette tradition, en tant que sociologue. Or, il se trouve que ce que suppose la pensée traditionnelle est tout autre, puisque l'on prend pour partie que ce n'est pas la matérialité sociale, les échanges communs entre les hommes qui font jaillir l'esprit, mais que c'est l'esprit autodéterminé, réflexif, la conscience de soi, si vous voulez, la méditation, qui est principielle à l'humanité, que c'est son fondement, sa dignité est essentielle, et que par suite, il y a culture et civilisation. En tant que représentant d'enseignant, Baudouin, comme moi, tu fais cours sur Louis-Strauss, tu enseignes la prohibition d'inceste, et là les élèves te disent tout de suite, ah je sais, il n'y a pas de culture avant la prohibition d'inceste. Et là, tu réponds comme moi, non, Lévi-Strauss a passé sa vie à répéter qu'il avait dit qu'il n'y a pas de société avant la prohibition d'inceste. Effectivement, la prohibition de l'inceste. La pièce. C'est pas pareil. Bon. Vous êtes pas si loin du concept fondamental de cette bêtise qui est supposé que la religion était une institution de la société, puisque le raisonnement de Rousseau était le suivant. Les hommes s'agglomèrent, manani, manana, ils sont contents entre eux parce qu'ils sont sociables. Ils produisent l'agriculture, fondamentalement, là c'est une variation. Et l'agriculture leur permet suffisamment de glandes, l'idiotium, pour générer une religion. C'est-à-dire le ciel. Et nous, oui, en substance, il dit
s'il n'y a pas de loisirs, ce type de spéculation n'apparaît pas. Voilà. C'est ça qui est... Et après, on suppose que la religion est une superstition, c'est-à-dire quelque chose qui a été posé au-dessus du phénomène social, et on l'a réduit à une croyance qui a perdu, si vous voulez, son lien avec ce qu'est l'esprit, essentiellement, l'intériorité. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans les neurosciences, bon, je pousse très loin, mais du point de vue métaphysique, il y a une question qui surgit. Et elle surgit de nouveau par la médiation de la technologie. Tantôt, c'était fort intéressant, Morin, il a dit, la machine qui est le cerveau humain. Intéressant, il a employé un langage machiniste encore. Ça m'a fort intéressé, parce que souvent, c'est la technologie qui donne à penser aux philosophes. Hein. Et aujourd'hui, il y a une chose qui apparaît, c'est que pour le moment, chacun d'entre nous croit développer sa pensée singulière. Hein. Bon, vous venez, le formateur, madame dit ceci, tu dis ça, genre, tous les visages qui ont parlé, ceux qui n'ont pas parlé, chacun a sa pensée. Mais il y a un endroit où on peut prendre ces raisonnements au point de vue métaphysique. Est-ce que nous sommes chacun une pensée singulière qui émet des raisonnements et qui communique et qui connecte ces raisonnements avec ceux des autres? Ou est-ce que nous sommes un endroit d'une pensée plus générale qui croit être singulier? Ou les deux. Et ça, c'est la question de l'esprit, qui revient autrement. Et quel est le détour technologique qui amène finalement à penser de cette manière? Ben, c'est Internet. C'est les nouvelles technologies qui nous connectent partout dans le monde et qu'il faut que tout d'un coup, ce sentiment d'interconnexion que nous avons, d'interdépendance aussi, comme pour parler comme les bouddhistes, nous amène à voir le monde différemment et notre propre pensée différemment. Comme... Monsieur, oui. Excusez-moi, mais là aussi, on peut renverser ça. Est-ce que c'est nous qui fabriquons Internet ou est-ce que c'est la structure de la vie qui se reproduit dans des mimétismes parce que ça... Ça ressemble étrangement aux connexions du cerveau. Hein. Tout à fait. Un ami dans l'architecture, ça fait rire beaucoup de gens, mais on n'a jamais fait que construire au travers de l'architecture et de la production industrielle, le mimétisme de la reproduction de la vie. J'ai des exemples plus ou moins drôles, hein, mais j'en avais utilisé quelques-uns tout à l'heure dans la sexualité, ce n'est que ça. Hein, on ne reproduit que des enveloppes qui se reproduisent dans des schémas de reproduction de la manifestation de la sexualité dans le monde. Je peux développer ça longtemps. Mais j'en profite en fait pour revenir là, sur votre idée de peur. Moi j'ai un peu la sensation que l'humanité est basée par rapport au monde animal bien davantage sur la sensation de peur pour des raisons probablement en fait, historiques ou de développement où la vie se manifeste de cette façon-là. Alors ça fait un peu phénoménologie bref, mais je pense qu'on est fondé en fait sur la peur et qu'on se sent déstabilisé quand quelque chose qu'on a pensé comme en fait une pensée unitaire, et je pense que les religions en fait, s'englobent dans ce système-là, et qu'aujourd'hui, comme vous dites, cette autonomie de pensée qui fait dire qu'on a tous envie d'exister par notre propre individualité, à la fois c'est une évolution, elle fait peur pour beaucoup, et à la fois on le ressent tous chacun, ça, ce besoin, parce qu'on a produit les outils qui nous permettent de le faire, et on est aspiré dans cet outil-là, et à la fois on a tous envie de développer notre propre personnalité, on ne sait pas si on doit les fonder sur des archaïsmes pour asseoir une sécurité intellectuelle sur ça. Bon, je finis avec cette passerelle-là, et pour revenir, ça sert à une question, plus sous la forme d'une question. Qu'est-ce que vous diriez de la conscience des animaux par rapport à celle qu'on s'attribue nous? Et je la relierais même, moi, à un artiste un peu plus haut que chez vous, là, qui s'appelait Asgherior, qui s'appelle encore, peut pas être mort, et qui a développé, sous une forme assez poétique, la conscience des fleurs, qui sont, un peu métaphoriquement, la plus belle manifestation de la séduction, de l'esthétique, la présentation de la vie. Ce sont ce que nous considérons comme la plus
qu'il y a une forme de conscience, parce que j'ai un peu travaillé là-dessus, donc un peu lu là-dessus, donc je peux répondre un peu à ma manière. Il y a une forme de conscience du genre animal. Ça, je crois que c'est un peu plus certain, parce qu'on peut l'observer. Et l'observation, c'est par exemple comment les animaux grégaires changent de rite, par exemple quand ils sont mis sous stress. Donc tous ceux qui ont un peu, quand il y a des chevaux, par exemple, des animaux, on voit qu'ils ont des rites entre eux assez marqués. Nous partageons les rites avec l'animalité, la plupart du temps, ou certains types d'animaux. Et la façon dont, par exemple, mis dans une situation inhabituelle, les animaux vont changer les rites entre eux, alors, par exemple, des rites de préséance, etc., ça indique qu'il y a une conscience et qu'il y a une volonté de maîtriser cette insécurité qui nous entoure comme eux. Ça, c'est un point. Pour les végétaux, je ne connais pas très bien, mais j'ai lu une étude intéressante, enfin un résumé d'une étude intéressante. C'était concernant des chênes, je crois. Alors, ils avaient observé que, par exemple, si je vais dans une forêt et je me mets à mutiler un arbre, l'arbre émet des signaux par rapport à ses semblables. Donc, il avertit d'un danger. Jusque-là, cette forme de communication ne nous semble pas tellement étonnante aujourd'hui avec les États modernes. Mais par contre, aujourd'hui, on semble avoir observé que l'importance de ces signaux est dominante par rapport à des arbres qui sont issus de lui-même. Donc, ça voudrait dire que tout de même, il y a une idée de familiarité. Alors évidemment, de là à comparer la conscience d'un arbre à celle d'un poisson et à celle d'une abeille, et puis bon, nous sommes bien d'accord que c'est un mot que nous plaquons sur des phénomènes que nous observons, mais ça semble indiquer qu'il y a certainement une forme de conscience d'exister, alors qui se manifeste d'une façon particulière. Mais pour l'homme, c'est peut-être, si vous me permettez une petite anecdote que je vous raconte pour conclure ce petit séminaire qui m'a beaucoup enrichi. Cette peur et cette conscience de la vie, de la mort, elle est vraiment présente très loin dans le temps. Alors en Belgique, on a découvert dans une grotte un squelette de femme. Alors ce squelette de femme remontait clairement à la préhistoire et les archéologues ont mis en évidence, paléontologues et autres, qu'elle avait été entourée d'un certain type de rite funéraire, on avait des traces d'ocre, on avait des traces de pollen, enfin, etc. Bon, bref, l'étude montrait qu'on pouvait rapprocher avec toute une série de tombes qu'on a retrouvées également en France, et donc ça appartenait bien à une époque donnée, avec un certain type de rite, etc. Il faut étudier les ossements, et on a observé que les ossements de cette femme, qui était morte plus ou moins à l'âge de 40 ans, ce qui est un âge canonique pour l'époque, étaient brisés, les avant-bras étaient brisés. Et donc les études semblaient indiquer qu'elle était morte à la suite d'une sorte de septicémie, due au fait que cet avant-bras brisé, manifestement, n'avait jamais pu se ressouder, elle n'avait pas trouvé le chaman de l'art qui avait pu l'aider. Et donc, l'idée était qu'elle était morte de cela. Et puis, la science a évolué, et quelques décennies après, on a repris ce squelette, et une équipe de chercheurs a de nouveau étudié ce squelette, et là, au stupeur, on a en effet découvert que cette femme de 40 ans s'était bien brisé les avant-bras, mais elle avait l'âge de 20 ans quand elle s'est brisé les avant-bras. Et elle est restée en vie 20 ans après, sans pouvoir donc utiliser ses bras. Donc dès lors, comme les scientifiques sont des gens précis, on en a déduit qu'il y avait donc des gens qui l'avaient nourrie et qui avaient pris soin d'elle, ce qui semble assez évident. Donc pendant 20 ans. Et puis elle est morte. C'était il y a 15 000 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'homme, en dépit de toute la barbarie qu'on connaît, c'est un être qui est capable de prendre soin de son semblable dans le très long terme, et depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont maintenu en vie? Ça, si nous le savions, on frémirait peut-être. Bon, mais on ne sait pas. Mais admettons que ça a quand même été une façon de prendre soin, et sans doute dans son cas, quand on recoupe avec les honneurs funéraires, une forme de ce que nous pourrions appeler d'amour, de liage, de reliance, d'amitié, que sais-je encore, par rapport à elle. Pourquoi elle, pas une autre? Enfin bon, ça, il y a peut-être beaucoup de choses qui se sont passées, nous ne le saurons peut-être jamais.
Mais ça veut dire que nous sommes capables depuis très longtemps de nous projeter dans le temps et dans l'espace avec une forme de prédictibilité très forte et d'aller à l'inverse rechercher dans la mémoire des éléments d'il y a très longtemps pour en tirer des conséquences et tenter de mieux penser aujourd'hui. Si je vais réexhumer tantôt De Gaulle ou Churchill ou que sais-je encore, je prends des gens qui ont vécu finalement à l'échelle de ma vie il y a très longtemps pour réexhumer leur expérience et tenter d'en tirer des leçons aujourd'hui. Et maintenant, je parle d'une femme d'il y a 15 000 ans, etc. Et ça, c'est à la fois un moteur de progrès et d'angoisse, un moteur d'espoir et de peur. Et probablement que le religieux apparaît à cet endroit-là aussi, pour tenter d'expliquer ces chaînes, ces causalités, tout ce qui se dérobe autour de ces phénomènes. Et ça montre bien quand même notre humanité, comment elle s'est développée, et nos difficultés, et en même temps, bon, ce qu'il y a sans doute de précieux dans l'homme. L'exemple de ce squelette est quand même assez fascinant. Donc moi, je dis du point de vue de la définition de l'homme, c'est intéressant, parce que ça permet de donner une définition de l'homme qui n'est pas utilitariste, comme on l'a fait longtemps, mais une définition plus spirituelle, c'est-à-dire en disant, il y a là une capacité de certains hommes de prendre soin de leurs semblables dans le très long terme. Chez les animaux, on l'observe, mais chez les animaux, ça ne dépasse pas 3, 4, 5 jours. Si on prend par exemple un cas d'une femelle éléphant qui voit son petit blessé à un point tel qu'elle voit qu'il est en danger, c'est plus suivre le groupe, elle reste avec lui. Elle ne l'abandonne pas. Elle reste avec lui. Elle tente de l'aider. Mais après 2 jours, 3 jours, elle se résigne. Elle n'a pas les moyens de faire mieux et c'est fini. Donc il y a quelque chose là qui fait qu'à mon avis, l'homme a cette capacité. Et la science, que nous appelons la science, ça a été quoi ? Ben, ça a été un des moyens que nous avons mis en jeu pour maîtriser l'invisible et pour, au travers d'outils qui ont une prédictibilité redoutable, nous permettre d'anticiper sur ce qui nous effraie. Par exemple, eh bien, l'astronome sait me dire que tel jour, telle heure, telle seconde, il y aura une éclipse solaire ou lunaire ou que sais-je encore. C'est hallucinant, en fait, quand on réfléchit. Une capacité de prédictibilité foudroyante. Un médecin que je vais voir, il dit, je vais vous opérer, je vais faire ça, etc. Je suis catastrophe, je vais m'ouvrir le corps, je ne sais pas quoi. Bon, et il m'explique, et avec une capacité de prédictibilité redoutable, c'est m'expliquer comment ma maladie va évoluer, comment il va pouvoir intervenir, etc., etc. Et donc, à un moment donné, la science est devenue à ce point puissante sur le plan de la prédictibilité qu'elle a progressivement dans nos cultures écarté d'autres domaines où nous assurions une forme de prédictibilité également par nos raisonnements, le religieux, le philosophique, le politique, il est vrai qu'il est un peu malmené pour l'instant. Donc toute une série de religieux aussi, toute une série de modes de pensée qui, eux aussi, mobilisaient une forme de prédictibilité et une forme de rapport à l'invisible, mais que nous avons secondarisé, attendu l'efficacité de la science. Et on pourrait comparer avec le langage. Prenez un bébé et sa mère, dans de bonnes conditions, j'entends. Le bébé et la mère communiquent. Tout qui a été attentif à la façon dont un bébé fonctionne avec sa mère, il y a des modes de communication d'une subtilité extraordinaire, qui fonctionnent et qui font que les deux, selon mon opinion à moi, sont dans un état où, psychiquement, ils sont tout le temps en harmonie. Ils communiquent l'un avec l'autre. Donc c'est ce qu'on appellerait la télépathie dans d'autres termes, enfin. Ça fonctionne tout le temps comme ça. Ce ne sont pas des expériences formidables qui peuvent arriver. Vous observez simplement un bébé avec sa mère et vous voyez que généralement ça fonctionne comme ça. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Mais à un moment donné, le bébé parle. Et alors, quand l'enfant parle, c'est tellement facile, la parole. C'est tellement efficace que peu à peu, ce sens qui est probablement commun avec l'animalité, où il y a une empathie qui est tellement forte qu'on s'aide l'un l'autre, on se communique l'un l'autre, disparaît au profit du langage qui prend le pas, et on ne communique plus que par le langage, et 50 ans après, il n'y a plus grand monde qui est capable de ressentir qu'un de ses enfants a eu un accident à distance, ou que sais-je encore, alors que la plupart du temps, tout petit, ces sentiments sont très proches, et ces vibrations sont très proches. Et nous les expliquons mal. On a des études qui expliquent mal ça. Je crois que c'est
nous prenons un autre exemple qui m'a été amené lors d'un de mes voyages, une réflexion que j'ai eue. Trouver de l'eau. Dans le désert, trouver de l'eau. Ben, si vous interrogez les gens qui, dans le désert, je pense pour Kalahari, trouvent de l'eau, ben, tout le monde sait trouver de l'eau. Tout le monde sait trouver de l'eau. Il faut regarder, faire un peu attention, et se laisser guider, et on trouve de l'eau. Mais vous dites, mais moi pas. Mais non, mais vous avez un robinet. Le robinet, c'est tellement facile. Hein. Et donc ce sens n'est plus utile et est mis en veilleuse. Hein. Et je pense que c'est plutôt ça qui nous est arrivé avec l'intériorité. C'est que nous avons été mobilisés par d'autres choses qui étaient extrêmement efficaces autour de nous, et vers lesquelles d'ailleurs il faut toujours se tourner. Hein, parce que je suis malade demain, je vais voir un médecin. Hein, bon, et je ne me fie pas à la méditation uniquement. Mais qui peu à peu ont oblitéré des potentialités que nous avons tous. Voilà un peu mon sentiment. Voilà. Donc quand on perd le sens, on en développe d'autres. Ben voilà. Et puis on regarde un peu cette mémoire ancestrale au travers de nos gènes, l'évolution de nos gènes, elle est à la source et elle est encore dans cette continuité-là. Je pense tout à fait que nous l'avons en nous. Oui, je pense, oui. Je pense que la rapidité de modification de notre évolution génétique, c'est un peu comme ce que je disais en fait avec la mémoire, c'est que ça évolue moins vite que la façon dont on s'autonomise par la pensée. Et du coup, il y a une espèce de sécurité là qui fait qu'à la fin on va se projeter, comme vous dites, que la prédiction aujourd'hui, on a tous envie d'avoir une autonomie par rapport à la politique. C'est pour ça que les panthéismes, les politiques et tout ça, qui avaient accaparé ça sous la forme du pouvoir. Oui, il y a un enjeu de pouvoir, hein, clairement. Il y a un enjeu de pouvoir. Il y a toujours eu un enjeu de pouvoir, sûrement aussi dans la survie. Mais je pense que c'est dû à notre façon, notre capacité éducative d'humain. Nous ne savons pas nous mobiliser sur tout. Un exemple, j'entendais un jour un éthologue qui expliquait, on lui parlait des monstres, etc. Vous savez, Loch Ness, tous ces machins-là. Et on disait à un éthologue, mais est-ce que vous pensez que c'est possible que des êtres de ce type existent en fait? Le type dit, je ne sais pas pour ces êtres-là particuliers qui sont un peu mythologiques. Il dit, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous croisons tous, tout le temps, des centaines d'animaux sans les voir. Nous, ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de voir ces animaux. Vous comprenez, moi je me promène là, je n'ai pas besoin de voir. Oui, un ours, hein, pour m'enfouir éventuellement, mais pour le reste, je n'ai pas besoin de les voir. Je ne les vois plus. Par contre, je vois les voitures, je vois les panneaux routiers, etc. Mon regard a été converti dans un sens particulier, qui fait que je lis de façon très efficace le monde où je vis. Mais évidemment, le renard qui passe à côté de moi devant mon institut tous les jours, parce qu'il y en a un qui va dans la forêt derrière, je le vois quasiment jamais alors qu'il est là. Parce que voir un renard n'est pas intéressant. Je commencerai à le revoir si on me disait ils ont la rage, ils sont dangereux, etc. Je serais vigilant et tout d'un coup je me remettrai à essayer de revoir les renards dans la nature. Je crois que c'est la même chose avec cette capacité d'intériorisation. Nous l'avons tous. Chez les enfants, évidemment, elle surgit plus vite parce qu'ils sont moins conditionnés quand même que nous. Nous l'avons tous, mais notre société, notre culture nous a mis ça en veilleuse parce que d'autres choses étaient plus efficaces. Et aujourd'hui, je crois que nous redécouvrons que nous en avons besoin. Voilà, c'est réactualiser quelque chose que nous avons en nous, je pense. Voilà, merci beaucoup à tous.